Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la dirigeante de Lita.co. Vous êtes aussi la coprésidente d'Impact France, spécialisée notamment dans la transition écologique qui génère de la croissance. Lita.co, en quelques mots? Lita.co, c'est une société d'investissement qui permet au grand public, aux citoyens d'investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur la société, des énergies renouvelables, au logement social, à la technologie au service du bien commun. Justement, l'utile et l'agréable, et en plus des entreprises qui fonctionnent et qui génèrent de la croissance. Avec nous ce soir également, comme très régulièrement dans les voix des entrepreneurs, Vanessa Pérez. Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir à tous. Auteur du livre Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est publié chez Kawa Édition. À chaque fois, vous venez avec 2 coups de cœur. Vous nous présenterez vos startups du jour. Les 2 startups du jour? Rift et Écotable. Rift et Écotable. Denis Jacquet, la croissance verte, justement. C'est possible? Eh ben, c'est Eva qui va répondre à ça. D'ailleurs, elle est habillée en vert pour ceux qui la voient aujourd'hui. Donc, on est complètement, moi aussi. Donc, on est vraiment ton sur ton. Kaki. On est une période camouflage. Alors, en fait, transition, on passe d'un point A à un point B ou d'un point A à un point Z. En fait, la question, c'est l'accompagnement vers ce point. Puis la question qu'on se pose tous, parce que quand on nous parle de transition, la croissance verte, ça va créer des emplois. Donc, comment est-ce qu'on crée des emplois? On est obligé d'en changer ou d'en détruire, mais comment est-ce qu'on fait un solde net de tout ça, en fait? Alors, ce qui est sûr, vous avez 2 heures. C'est ça. On va laisser d'être très rapide. Ce qui est sûr, c'est que la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui ne pourra plus continuer de la même manière, parce que dans tous les cas, les ressources naturelles diminuent et on ne pourra pas continuer à surexploiter et à hyper-produire comme on le fait aujourd'hui. De l'autre côté, malgré tout, la croissance qu'on vit aujourd'hui n'est centralisée que par certains. Donc, on sait qu'il y a 25% de la croissance économique qui est perçue par les 1% les plus riches, qu'en fait on vit une croissance de la valeur financière mais non pas une croissance des emplois, et on voit que cet indicateur de la croissance du coup est faussé aujourd'hui, et on n'est plus comme dans l'ancien temps où on pensait qu'il y avait un lien entre croissance et bien-être, emploi et santé. Il y en a mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, justement. En fait, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on repositionne nos indicateurs et qu'on regarde davantage la santé, l'emploi et le bien-être de la population et de l'environnement également. Je pose la question aussi, d'ailleurs on en parlait en préparant l'émission, de qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est-à-dire comment on la mesure? Qu'est-ce qu'on devrait mesurer? Pour nous, justement, on devrait mesurer, notamment dans une période comme celle-ci, de quoi on a manqué. On a manqué d'emplois, on a manqué de capacité de production locale, on a manqué de solutions vis-à-vis de cette transition écologique. Aujourd'hui, si la transition écologique fait tellement peur aux gens, c'est parce qu'on n'a pas les solutions. Alors qu'on voit qu'on a la capacité aujourd'hui, avec de l'emploi vert, donc en créant de nouveaux emplois, notamment dans la rénovation énergétique, dans la reforestation, dans le tourisme durable, etc. Et avec des emplois verdissants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on verdit des filières aujourd'hui, de vraiment proposer une nouvelle solution, une troisième voie dont on parle très peu malheureusement. Où se positionne la France par rapport à d'autres pays qui pourraient être comparables? Est-ce qu'on est plutôt en retard par rapport aux autres ou plutôt en avance? Alors, on a des ambitions intéressantes, mais concrètement, on ne passe pas à l'action. Donc, on est assez en retard, notamment sur des questions de transition de filière, notamment sur la filière énergétique, où on devrait être beaucoup plus avancé. Également sur la question de la mobilité. Aujourd'hui, notre industrie automobile doit être accompagnée dans sa transition vers une mobilité douce. Sur la question de la rénovation de nos bâtiments, on est aussi pas très à la pointe. Notamment, il y avait une proposition de la Convention citoyenne dans ce sens-là, sur la rénovation énergétique des bâtiments, avec une proposition de subvention pour les ménages qui n'a pas vraiment été nécessairement reçue. Et on a envie aussi d'avancer sur ces questions de fiscalité verte, etc., sur lesquelles on est encore très mauvais. On n'a pas en fait un socle économique qui permette d'accompagner la transition. Et c'est ce qu'on a voulu pousser notamment sur la loi climat et résilience. Et justement sur l'accompagnement, là aussi on en parlait. Prenons un exemple qu'on avait évoqué. Trump arrive au pouvoir et dit à certains États américains qui produisaient du charbon, on va reproduire du charbon. Bon. Et en fait, comme c'est pas possible, parce qu'il a réouvert des mines, mais elles étaient mécanisées, donc ça crée pas d'emploi, un mineur aux États-Unis gagnait $80,000 par an avec les primes de risque. $80,000, c'est un beau salaire. Et il y a beaucoup de risques aussi. Et beaucoup de risques aussi. Et donc, tout à coup, on leur retrouve des emplois de service, mais à 25 000. Et pour eux, c'est la fin de leur vie. Pas d'emprunt, pas d'enfants, pas de grandes études, rien du tout. Donc, est-ce que tout n'est pas dans l'accompagnement? Parce qu'en fait, on ne sait pas donner une perspective à ces gens. Dit, tu abandonnes ce secteur, tu vas vers un autre, mais comment je t'y emmène, en fait, c'est ça? Exactement. Et nous, on pense qu'il y a une troisième voie, il y a une autre voie à celle que justement Trump proposait. Ça veut dire on réindustrialise de la même manière pour recréer des emplois. C'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est accompagner ces filières effectivement à faire leur transition. Typiquement, en France, on a perdu notre filière textile et on voit qu'aujourd'hui, il y a des innovations très intéressantes de relocalisation, notamment 1083 sur la production de jeans ou APM
a France Handicap qui réutilise des cactus et du poisson et du cuir recyclé pour faire des usines avec des personnes en situation de handicap qui produisent du cuir. On est capable en fait d'accompagner la transition de ces filières et la relocalisation de notre tissu productif qui nous permet de créer de nouveaux emplois. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de pousser, mais pour ça demandera effectivement de la formation. Donc il faut que l'État investisse sur la formation pour que les salariés de ces entreprises-là n'aient pas peur de la transition de leur entreprise. Alors là, on parlait à l'instant, Denis Jacquet nous emmenait aux États-Unis, on parlait des mineurs. Bon, ça c'est presque l'exception qui confirme la règle, parce que c'est un secteur professionnel qui ne peut pas avoir de transition énergétique, enfin de transition écologique par définition, on est d'accord. Il faut le fermer. Il faut le charbon. Il y aura des filières qui devront s'arrêter. Mais ce sont lesquelles d'ailleurs demain, d'après vous, quelles sont les filières qui devraient s'arrêter ou qui risquent en tout cas de ne plus exister? C'est vrai que sur la question des fossiles et de l'extraction, effectivement, c'est des filières qui devraient effectivement s'arrêter naturellement. Il y a une partie de la filière automobile effectivement qui devrait décroître pour peut-être laisser place à une nouvelle filière qui sera peut-être pas aussi vertueuse. On pense par exemple à l'usine Bosch qui fabriquait des moteurs diesel du côté de Rodez par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut leur trouver comme solution à ces ouvriers? De créer des batteries électriques, d'investir dans la mobilité douce. On voit que ça se développe énormément. À condition de les former. Il faut aussi savoir qu'il y a une analyse quand même qui a été faite sur le fait que la filière automobile fossile propose plus d'emplois que la filière automobile de la mobilité douce, mais ça ne veut pas, c'est pas parce qu'il y a une seule filière qui va décroître qu'on peut pas créer de nouvelles filières. Et sur la question notamment de l'économie circulaire, il y a énormément d'emplois à créer. Sur la question du lien social, sur la question de la santé, la question de la souveraineté sur la question de la santé est quand même dingue. Aujourd'hui, on est incapable de produire nos propres médicaments, on a été incapable de produire nos propres masques, etc. Donc il y a vraiment toute une nouvelle filière à créer. Donc il faut vraiment pas avoir peur, il faut penser une sorte de plan Marshall vert et social de notre économie qui va créer plus d'emplois qu'elle va en détruire. Le néolibéralisme en a détruit 2 millions en 30 ans quand même, des emplois. Oui, ça fait beaucoup, effectivement. Je vous propose d'écouter Vanessa Pérez. Chaque fois qu'elle vient dans les Voix des entrepreneurs, elle nous propose 2 coups de cœur. Vanessa Pérez est à votre gauche, mon cher Denis Jacquet. Je le rappelle, auteur du livre Entrepreneur d'un monde nouveau. C'est chez Kawa Édition. Votre première start-up d'un monde nouveau ce soir. Ma première start-up, c'est Rift. Et Denis et Jean-Marie, est-ce que vous savez, quand vous déposez vos fonds dans une banque, quel est leur impact social et environnemental? Non. Eh bien, je vous invite à télécharger dès la fin de cette émission l'application Rift, R-I-F-T, sur votre mobile pour avoir la réponse et vous risquez d'être surpris. Rift va vous permettre de savoir comment est investie l'épargne que vous confiez aux établissements bancaires, connaître l'impact carbone, au même titre que vous scannez l'étiquette des produits alimentaires pour connaître leur composition. Donc en gros, je sais que selon la somme que je dépose, selon la banque où je la dépose, par exemple, je pollue plus ou moins. Exactement, Jean-Marie, parce que par exemple, si vous déposez 5 000 € sur un compte courant dans une grande banque nationale, qu'on ne citera pas, eh bien vous avez un impact carbone qui est à peu près équivalent d'un aller-retour Paris-New York, parce que vous avez investi dans des industries polluantes, dans des industries qui ne sont pas éco-responsables. Oui, j'ai acheté des actions dans le pétrole, quoi, on va le dire. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Donc l'utilisateur télécharge l'application Rift, il se crée un compte, il indique les sommes dont il dispose dans l'établissement où elles se trouvent et sur quel type de produits elles sont placées, et donc l'algorithme va générer un indicateur qui va vous permettre d'avoir un score. Là, il y a un petit point rouge qui apparaît si l'argent finance des domaines sensibles comme l'armement ou les énergies fossiles. Oui, donc c'est pas seulement du coup sur l'écologie, c'est aussi sur l'éthique finalement. Exactement. Et là, vous allez pouvoir repositionner votre argent, si vous le souhaitez, pour investir dans des filières qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, le respect des droits de l'homme, l'insertion par l'emploi et réorienter votre épargne. Et comme ça, avoir un portefeuille éthique, ça vous parle, ça j'imagine, Eva Sadoun? Ah oui, surtout que c'est une boîte que j'ai cofondée. Voilà. Je suis ravie. Premier coup de cœur. Le coup de cœur du jour, c'est notre grand témoin sur Sud Radio, Denis Jacquet. Ouais. Alors, du coup, on parle souvent du nombre d'emplois qu'on va créer. Et ça, Eva, vous finissiez par ça tout à l'heure. On sait qu'on peut créer des millions d'emplois, mais est-ce qu'on parle d'emplois nets par rapport à ceux que forcément on réoriente ou on détruit, ou c'est juste le solde brut de ce qu'on crée, puis après il faut se poser la question de savoir ce qu'on a détruit en même temps. Il faut avoir une vision globale. Ouais. Effectivement, il y a des filières qui vont probablement détruire avec de l'emploi qui va partir. Donc ça, c'est une réalité. Il y a des filières qu'il faut relocaliser. Donc 2 millions d'emplois dont je vous parlais, c'est ce qu'on a perdu à cause de la délocalisation. Donc on a 2 millions d'emplois à gagner sur la relocalisation quand même. Et il y a des filières à revaloriser, notamment les filières d'insertion, de l'économie sociale, etc., qui sont capables en fait de proposer des vraies solutions à la question écologique, parce que pour le coup, la question écologique peut nous permettre de vraiment créer beaucoup d'emplois publics. Il y a une étude qui a été faite, notamment qui prouve qu'en investissant 1
million d'euros dans la rénovation énergétique, on crée 15 emplois. Donc avec un vrai plan Marshall vert, il y avait notamment une proposition qui avait été faite par l'Institut Rousseau d'avoir 1 million d'emplois verts garantis. Et là, avec ces emplois verts garantis, on peut créer des emplois dans le secteur marchand et non marchand, avec de la rénovation énergétique, de la reforestation, tout plein de secteurs. La filière des algues marines qui est aussi en grand développement en France, la filière du compost, etc. On a une boîte qui s'appelle Les Alchimistes qui le fait, etc. En vrai, dans la sphère publique, on est capable aussi de créer beaucoup d'emplois. Donc les gisements écolos existent et sont légion, y compris en France. Alors question, parlons malgré tout de cette relocalisation. Je pense qu'il n'y a pas un seul chef de camp ou alors candidat politique depuis 30 ans qui nous ait jamais parlé avant des élections de relocalisation. C'est quand même plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire que à partir du moment où on se lance dans une transition écologique, qu'est-ce qui nous dit qu'on arrivera à décrocher tel ou tel marché et qu'on sera plus compétitif que tel autre pays? Et bien justement, en arrêtant avec la primovis. La primovis, c'est en fait la prime qu'offre un État à une entreprise de polluer. Ça veut dire que ça coûte moins cher pour une entreprise qui a délocalisé sa production de vendre en France. C'est assez fou. Il n'y a aucun gouvernement depuis, effectivement ils en parlent tous, mais il n'y en a aucun qui a vraiment proposé typiquement une baisse de la TVA quand on consommait des produits qui avaient été produits en local, ou une baisse des impôts de production quand justement on décide de produire en local. En fait, il faut créer un socle pour que les entreprises aient un avantage et concurrentiel réellement à faire du social et du vert. Et pour ça, il faut créer une concurrence verte et sociale. Ça peut se créer déjà en France et puis ça peut se développer aussi en Europe. Denis Jacquet, baisser la TVA, a priori, vous n'êtes pas contre? Oui, alors après, il faut toujours. Le problème en France, c'est toujours d'avoir une TVA lisible, enfin, comme notre fiscalité lisible. Alors celle-là, elle est à 5, celle-là, elle est à 12, oui, mais dans tel cas, etc. Parce que ça devient un cauchemar à appliquer. Mais c'est vrai qu'on avait parlé à un moment d'une TVA pour les nécessiteux, avec des produits de première nécessité, pour qu'ils soient plus accessibles. Après, la question, c'était est-ce qu'ils sont plus qualitatifs? Mais du coup, moi, je vois sur la transition dite numérique, on voit bien qu'on va vers des jobs super qualifiés. Ce qui m'inquiète, c'est que les 2 tiers de la population mondiale est les bassement ou moyennement qualifiés. Est-ce que justement cette transition écologique, elle couvre mieux le spectre des emplois disponibles ou pas? Ah bah tout à fait. Et justement, elle propose des emplois qui peuvent être des emplois peu qualifiés en soi, et surtout des emplois qui pourraient être accompagnés, où on a vraiment une formation qui est accessible à tous, qui pourrait être déployée. Vraiment, les emplois de rénovation énergétique s'appellent aux personnes effectivement qui pourraient travailler dans le bâtiment, etc. Les emplois sur la question du compost, etc. Pareil, les emplois dans le secteur textile, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est une compétence qu'on a perdue, alors qu'on a en France la compétence de créer. Enfin voilà, on a été quand même les pionniers pendant, et c'est vraiment dommage d'avoir perdu cette compétence. Donc en fait, notre but, c'est de proposer des emplois où en fait on redonne des compétences aux Français. 19h19 dans les voix des entrepreneurs. Nous sommes sur Sud Radio avec Denis Jacquet. Notre invitée Eva Sadoun, dirigeante de l'ITA.co et d'Impact France. Vanessa Pérez est également avec nous. Votre deuxième coup de cœur dans quelques instants sur Sud Radio. Mais tout de suite, coup de pouce de Denis Jacquet. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Vous aussi, vous avez votre coup de cœur. Vous aussi, vous avez une initiative que vous voulez saluer. C'est pas tiré par les cheveux d'ailleurs aujourd'hui, mon cher Denis. Merci d'avoir lancé le mauvais jeu de mots. Comme ça, j'en ai des pires après. Alors, je vous ai préparé un petit truc qui dit, contrairement à la tête à Mathieu de Paul Naref, dont les plus anciens se souviennent, j'espère, nous n'avons que rarement un seul cheveu sur la tête, sauf la plupart des énarques qui nous gouvernent bien évidemment depuis 30 ans. Et bien que les brunes ne comptent pas pour des prunes, la tête blonde reste une tendance, et surtout la teinture blonde, une tendance inépuisable depuis que Marilyn Monroe a dit Happy birthday, Mr. President, poupou pidou. Bon, et du coup, dites-moi si je le fais bien. Vous avez presque cet accent sensuel. On va vous laisser le croire. Quoi qu'il en soit, Denis Jacquet, aujourd'hui, ça pour l'intimité. Tout ça pour vous dire, voilà, que personne ne se souciait de nos cheveux coupés et de leur vie après avoir été arrachés à notre crâne. C'est vrai. Personne sauf les coiffeurs justes, et je vous donnerai le site internet tout à l'heure, les coiffeurs justes, qui ont décidé de les collecter, car tous les produits, les teintures fixées sur nos poils crâniens sont un fléau pour l'environnement, notamment du fait de la présence d'hydrocarbures dans les teintures, d'où l'expression peut-être des pétroleuses, mais ça c'est un mauvais jeu de mots. Donc on a des coiffeurs qui récupèrent les cheveux qu'ils ont coupés. Exactement. Et vous allez me dire, qu'en font-ils de nos poils orphelins? Eh bien, ils les collectent, ils les trient, ils les réutilisent pour, entre autres, en faire des boudins à cheveux, et non pas des cheveux pour boudins. Ça fait envie, continuer. Qui servent notamment de barrage maritime à la
pollution. Puis on les met dans l'eau et ils bloquent la pollution. Donc on met nos cheveux dans l'eau pour bloquer la pollution. Oui, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais ils les peignent, ils les recompactent, ils les mettent dans des trucs, ça sert. Et ça sert. Voilà. Et donc cette magnifique initiative de capilliculteurs, comme disaient des proches du sud de la France, près de Nice, est désormais nationale. Donc exigez-la de votre coiffeur. Après tout, c'est un peu de vous, ces cheveux, et cela contribuera à une nature au poil. Donc les coiffeurs justes, c'est coiffeur-juste.com. Ouais. Il y a maintenant une bonne centaine de coiffeurs qui l'appliquent en France, et c'est penser à ces millions de tonnes de cheveux souvent teints qui sont jetés, un fléau pour l'environnement. Parce que c'est vrai qu'entre les couleurs, les produits chimiques par exemple, ou la laque, le gel aussi, c'est vrai que c'est très polluant. Une initiative que vous en aviez entendu parler ? Non, je n'avais pas entendu parler, je suis ravie de l'entendre. On va aller les voir pour les coiffeurs-juste.com. C'est au pluriel, je présume. C'était le coup de pouce de Denis Jacquet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. 19h22 dans les voix des entrepreneurs sur Sud Radio avec Denis Jacquet, notre invité, Eva Sadoun, dirigeante d'Impact France, et Vanessa Pérez. On continue à explorer les entreprises qui génèrent de la croissance verte, c'est-à-dire de la croissance responsable, avec notamment ce deuxième coup de cœur signé Vanessa Pérez. Exactement. Alors il s'agit d'Ecotable. C'est une start-up qui s'adresse aux restaurateurs et aux responsables de franchise. Alors on peut penser que les restaurateurs ont une préoccupation majeure qui est le retour à leur activité actuellement. Néanmoins, exactement. Et néanmoins, la plupart s'interrogent sur une reprise qui intégrerait une démarche éco-responsable dans le respect, bien sûr, de leur intérêt économique. Eh bien, Ecotable.fr, Ecotable, c'est important. C'est une solution disponible qui offre aux restaurateurs un accompagnement pour avancer dans cette démarche. Donc, comment ça se passe ? Une fois de plus, un resto écolo. Pour que son resto devienne écolo. On va vous donner des conseils, on va vous accompagner, on va pas vous laisser tout seul. Donc, le restaurateur ou le responsable de franchise crée un compte sur le site ecotable.fr. Il répond à une série de questions et là, il va transférer un mois de facture pour qu'on puisse voir un petit peu son type de consommation. Là, un tableau de bord va être généré avec plusieurs indicateurs qui vont lui donner des scores sur la qualité de l'approvisionnement selon les filières, sur la gestion du déchet, sur la gestion des flux. Et en fonction de ce tableau de bord, il va pouvoir optimiser, là où il est mal noté, il va pouvoir essayer d'optimiser son score grâce aux conseils qui sont donnés précisément par Ecotable. Donc Ecotable c'est un peu le même principe que ce que vous nous aviez présenté sur l'investissement dans les banques, par exemple. Qu'est-ce que je génère comme pollution si je laisse mon argent quelque part ? Là, c'est si je suis restaurateur, qu'est-ce que je génère comme pollution si je sers ceci ou cela ? Exactement, une auto-évaluation et un accompagnement. Donc, c'est public ou pas ? C'est public, la plateforme vous donne accès à toute une série de prestataires pour justement vous accompagner. Donc ça veut dire que si moi, qui ne suis pas restaurateur, à la réouverture des restaurants, je peux choisir demain sur cette plateforme le restaurant le plus écolo. Dans le sens inverse, effectivement, vous pourrez, parce qu'ils ont des labels qui s'appellent les labels Ecotable, au même titre que les macarons Michelin, et vous pourrez choisir en fonction de votre éthique et votre... 2 fourchettes, 3 fourchettes, 3 couverts, bib gourmand et bib vert, du coup, alors qu'il est rouge. D'habitude, pourvu d'ailleurs que tous nos restaurants préférés, on en a tous un d'ailleurs, soit bien noté sur ce classement, parce que sinon ça cassera quelques mythes. En tout cas, ecotable.fr. Voilà, l'abonnement est à peu près à 250 € par an. D'accord, et ils ont déjà plus de 300 clients à travers la France. 300 restaurateurs. Exactement. Voilà, 250 € pour les restaurateurs. Si vous êtes client, vous n'avez pas forcément besoin de payer. Voilà, vous payez rien. Vous venez juste consommer. Vous vous informez déjà, Eva Sadoun, vous sur le caractère écologique des restaurants dans lesquels vous vous rendez quand ils sont ouverts. Je précise évidemment. Oui, beaucoup, et surtout moi je suis en plus végétarienne. Ouais. Et j'ai arrêté aussi le poisson il y a quelques temps. Donc oui, il faut... Tous les restaurants d'ailleurs qui sont végétariens sont forcément écologiques ou pas forcément, c'est une idée. Il faut faire attention notamment aux cultures de soja. Donc il y a aussi pas mal de viandes de synthèse qui sont faites à base de jackfruit, c'est très intéressant, mais c'est aussi importé. C'est quoi le jackfruit ? C'est un fruit en fait qui permet de recréer en fait une viande. Mais c'est super en même temps. Il y a beaucoup de steak en fait. Moi, j'avoue, je m'alimente aussi un peu de ça de temps en temps pour me rappeler. Vous mangez du jackfruit. Je mange du jackfruit et j'ai l'impression de manger un bœuf aux oignons. C'est vrai. Donc en gros, la viande vous manque. On aura quand même retenu cette information. Et vous cherchez quelques ersatz, pourquoi pas. Mais si c'est bon. Oui, c'est très bon, mais il faut savoir qu'il y a aussi dans la nourriture végétarienne aussi toute une culture. La nourriture libanaise est très végétarienne, la nourriture asiatique aussi, donc on n'a pas de problème. C'est vrai qu'on n'a pas de problème, et d'ailleurs le premier restaurant végétarien étoilé au Michelin au monde est en France, c'est en Gironde. Il était intervenu sur Sud Radio il y a quelques mois. Denis Jacquet. Eva, justement, pour finir peut-être avec ce sujet, c'est le sujet de la formation en fait, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement sans formation, et parfois dans la recréation même de formation, parce que quand on parlait du textile, alors que ce soit en France mais aussi au Maroc dont on parlait tout à l'heure, il y a eu
c'était un grand pays du textile, et puis ça a quand même pas mal réduit, donc on ne sait plus faire. Et on avait reçu avec Jean-Marie Gilataf, qui était le fabricant de Smuggler, qui a monté Belleville. Son papa était culottier, lui aujourd'hui il ne sait plus trouver cette compétence. Donc dans tous ces métiers de transition, est-ce que dans les plans qui ont été proposés, est-ce que vous avez vu une vraie ambition sur la formation, ou c'est un peu le parent qu'on a oublié? Alors pour nous c'est un peu le parent qu'on a oublié. D'ailleurs on avait proposé beaucoup d'amendements autour de la grande école de la transition et de formation dédiée à la transition, pour qu'en plus ça puisse intégrer tous les cursus classiques. L'idée de recréer des filières, c'est pas forcément pertinent. Il faudrait juste s'infuser en fait dans les parcours ingénieurs, dans les formations professionnelles, dans les parcours de commerce, etc. Et essayer de voir comment en fait ces métiers sont en train de changer. Parce que j'imagine bien qu'aujourd'hui en école d'ingénieur, on nous apprend encore toujours les mêmes méthodes. Donc la question, c'est savoir comment est-ce qu'effectivement l'État peut aussi subventionner ces différents parcours de formation et aussi des parcours de reconversion. Donc vraiment aussi beaucoup de parcours professionnels. Et ça nous semble très important. Il y a beaucoup d'innovations qui se font, mais au niveau des entreprises, c'est ça qui est dommage. Notamment, il y a même la Croix-Rouge qui a lancé dernièrement une filière d'insertion sur les métiers d'aide-soignant. En fait, on voit que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est pour ça que j'adore aussi cet écosystème, arrivent à expérimenter en fait tout ce qu'on devrait porter au niveau public. Donc je pense que l'État devrait écouter et regarder ce que font les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour inspirer ces nouvelles politiques publiques. Et les initiatives partent en général du privé. Il faut aussi le rappeler en France, que ce soit le privé solidaire ou pas, mais en tout cas pour le social et solidaire. Merci à vous d'être intervenu ce soir dans les voix des entrepreneurs. Merci Eva pour Sadoun. l'invitation. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes la dirigeante de l'ITA.co. Vous êtes aussi la coprésidente d'Impact France. Merci Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau chez Kawa Édition. Vous revenez dans quelques semaines ou quelques jours avec vos coups de cœur aussi, et Denis Jacquet qu'on retrouve avec mes cheveux tout neufs la semaine prochaine. Exactement, vous nous raconterez où est-ce que vous avez laissé les anciens justement dans les prochaines voix des entrepreneurs. Mercredi prochain de 19h à 19h30, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours, on est sur Sud Radio avec les entrepreneurs, toujours, nous sommes mercredi. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart dans un instant.